bienvenue, bienvenue. C'est le dernier petit fragment de cette journée qui a été assez intense, donc merci de l'avoir suivi. Je vous dis un mot, quelques clés du texte. Ça prend la forme d'une méditation, ce que j'appelle ou ce qu'on appelle parfois dans les techniques de soins une visualisation ou même des préparations sportives. Donc en fait, je disais, vous pouvez complètement désorienter les chaises et surtout ne pas regarder, fermer les yeux. Il est possible de vraiment fermer les yeux. C'est un récit qui est extrait d'un texte que j'écris, un texte littéraire qui est parallèle à ce travail de recherche dont vous avez vu des bribes, travail de recherche que nous menons avec également les membres du Conseil des témoins. Donc c'est un extrait d'un texte littéraire qu'on a un peu mis en onde. Je pensais le faire en mode itinérant avec un petit casque comme Madonna. J'aime pas habituellement les textes, les casques Madonna, mais surtout il y avait un problème de signal. Donc je salue aussi celles et ceux qui nous suivent depuis la salle d'à côté. Peut-être qu'ils sont partis, mais peut-être qu'il y a encore des gens. Ça va être aussi ce qui se passe ici, va être retransmis dans l'autre salle. C'était aussi bien pour moi voilà, on a vu beaucoup d'écrans, beaucoup d'images, et donc de refaire un peu le vide. Et je reviens sur un petit point technique parce que vous allez l'entendre dans ce récit. Donc, depuis pas tout de suite, s'il te plaît, Clément, je te ferai signe. Depuis le début, depuis que je travaille sur ces droits de la nature, je vois qu'il y a une sorte de brèche de quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue scénaristique, mais qui est un scénario qui nous occupe toutes et tous. Et vous l'avez entendu avec Eduardo tout à l'heure lorsqu'il a été question du compte en banque de la lagune et du numéro fiscal de la lagune, qui est un monde étrange, un monde bizarre de penser que des entités, des forêts, des lacs, des rivières, des montagnes, en leur nom, auront un compte en banque pour recevoir, mettons, comme le disait Eduardo, des dommages et intérêts. Et depuis un moment, je creuse, et je pense qu'on se creuse tous et toutes collectivement pour faire vraiment bifurquer l'économie productive. Et donc, voilà, je vois qu'il y a une sorte de fenêtre là pour écrire une histoire. Notamment, et c'est le cœur de ce scénario de l'Internationale des rivières, c'est puisque les entités de la nature avec lesquelles nous vivons produisent, fournissent un travail gigantesque. En anglais, on a le terme labor, quand il y a la question de l'engendrement au moment de la naissance. On parle de labor, en français on parle de travail. Le travail a commencé, moi je l'ai entendu 3 fois, j'ai eu 3 enfants. Le travail a commencé, ce travail d'engendrement, ce travail de vie. Il y a quelque chose comme ça, mais je pourrais évoquer le travail que font les rivières pour finir le boulot des stations d'épuration qui n'arrivent pas à le mener jusqu'à leur terme, le travail de la production d'électricité, c'est-à-dire la force thermodynamique des cours d'eau et comment ils sont utilisés par nos sociétés humaines. En fait, il y a une mise au travail du monde, et de plus en plus, je lis les crises de la Terre, non pas seulement comme des crises écologiques, mais avec un changement de vocabulaire, comme des formes de burn-out, de corps de la Terre qui n'en peuvent plus en fait de la pression qui est exercée sur eux. Et une des hypothèses de ce travail, je le dis, je devrais aussi me tourner vers vous. Je vous tourne le dos, mais bientôt on pourra fermer les yeux. Donc, le scénario que je soumets au Conseil des témoins au fil des mois, c'est un scénario où, eh bien, une fois qu'on a donné le statut, mettons, de sujet à une rivière, on pourrait imaginer qu'elle demande un droit de grève ou un droit de cessation du travail. Et je reprends la question du compte en banque. Elle pourrait aussi également demander une part du revenu que les humains en tirent, que ce soit des revenus agricoles ou des revenus... évidemment, dans le terme de l'économie dans laquelle nous vivons, l'économie politique dans laquelle nous vivons, certains vont dire que ce serait la logique des services écosystémiques, et c'est encore une logique qui a été renforcée par la COP récente à Cali, en Colombie. Et depuis un moment, je travaille ça, Pascal ici présent le sait, des Parlements de Loire, je me disais, mais non, une rivière, le corps d'une rivière qui obtient des dommages et intérêts ou qui viendrait en justice pour demander des revenus sur son travail qui est utilisé par les humains, si elle obtient gain de cause, elle va le mettre au service de quelque chose d'autre. Elle va le mettre au service de son corps de rivière. Et donc, elle va le mettre au service d'un commun naturel. Et j'essaye donc d'identifier ce point de bifurcation qui
qui semble un point très très technique, mais qui en fait, si on le tire, dessine un tout autre monde, c'est-à-dire que des entités naturelles, non humaines, puissantes, qui auraient les moyens, dès que leur corps est menacé, de mener des actions en justice, de peut-être salarier dignement des gardiens. Vous avez vu ce matin, ils étaient menacés, ils n'ont pas de statut, on ne les paye pas. Souvent, ce sont des actions bénévoles. Moi, au fil du travail, j'ai vu des collectifs et des collectifs s'épuiser. Teresa Vincente, qui a écrit la loi Marmenor, la raison pour laquelle elle n'est pas parmi nous, c'est parce qu'elle est en burn-out. Et donc, elle a donné son travail d'humain à cette lagune, et elle n'en peut plus, comme la lagune, en fait. Et cette asymétrie entre un monde où il y a des gens qui donnent leur temps, leur vie, de manière sacrificielle à sauver le monde, et de l'autre, des poches qui se remplissent, je ne le comprends pas, et j'essaye donc d'identifier ce point de bifurcation. Et donc l'extrait de cette nouvelle amorce ce récit. Vous n'entendrez pas la suite ce soir, mais vous allez l'entendre, et je vous fais cette longue introduction. Habituellement, les pièces artistiques, on les livre comme ça. En fait, ça rentre dans des... Vous allez voir, c'est assez loin de la littérature parfois, c'est assez technique. Mais c'est ce point technique que je vais chercher pour essayer de voir si ça ne ferait pas une bifurcation, et si demain, on n'aurait pas, dans 10, 20, 30 ans, des luttes sociales d'entités non humaines, des luttes sociales pour de meilleures conditions de travail, pour des cessations du travail, pour des droits de grève, pour des droits au repos, pour une rivière. Mais aussi que progressivement, en plus de nos sensibilités écologiques, où on dit notre respect aux entités de la nature dont nous dépendons pour vivre, on dit l'éthique et la morale qui nous lient à elles, on dit ceci, cela, on dit plein de belles paroles, on écrit plein de jolis livres, et à la fin, je me demande s'il n'y aurait pas aussi une manière de les célébrer en leur donnant des moyens pour se défendre. Voilà. Autrement que sous forme de donations ou de campagnes qui sont toujours très fragiles, etc. Voilà, donc Clément, je te propose d'ouvrir notre séance. On va faire descendre les lumières. Voilà. Et comme je disais, vous pouvez vraiment fermer les yeux. Vous pouvez vous endormir. Maintenant, vous savez l'essentiel. Et faire retomber aussi un petit peu toutes ces informations. Il était une fois une rivière, S, entravée par des barrages, exploitée par des centrales, de grandes installations agro-industrielles et des villes installées sur ces rives. S avait longtemps été, pendant des siècles à dire vrai, considéré comme un objet utile aux humains. La langue employée à son endroit était sans surprise celle d'une économie politique coriace. On disait qu'elle était une ressource, un stock. Certains cherchaient bien à la protéger, mais à la vérité, on l'exploitait inlassablement. Mais le 25 juin 2035, le jour de mes 60 ans, l'Assemblée nationale, s'alignant sur d'autres pays européens, vota une nouvelle loi, un texte permettant à divers écosystèmes et à certaines espèces animales et végétales de se constituer en tant que personnes légales. Grâce à cette loi,
la loi de 2035, des rivières, des forêts, la part des mers qui se trouvaient dans les eaux territoriales, ont pu, en s'appuyant sur le droit, revendiquer un changement de statut. Et c'est ainsi que S, à la suite d'une action concertée de plusieurs associations de riverains et certaines collectivités territoriales, une dizaine de villes, 3 conseils régionaux, 2 exécutifs départementaux, accéda à sa nouvelle condition. S, dès 2036, devint une grande personne. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, dans les semaines précédant le vote de la loi, on discuta, on se disputa comme toujours en France. Mais le principe d'une personnalité juridique des entités non humaines fut finalement accepté. Oh, bien sûr, on aura raison d'objecter qu'un changement de statut n'est pas tout. Et je suis bien placé pour savoir que S ne fut pas pour autant guéri. La sécheresse la frappa durement pendant l'été qui suivit la personnalisation. L'eau salée depuis l'océan remontait dans son lit, la température de la rivière était parfois si haute que les poissons mouraient asphyxiés. Mais il y avait maintenant cet espoir lié à la loi nouvelle. Et dans les jours qui suivirent le vote, on vit de grandes célébrations de l'amont à l'aval. C'est là véritablement que cette histoire commence. Ce que j'ai pu raconter jusque-là est connu. La loi, le devenir sujet des entités de la nature, c'est désormais notre lot commun. Mais voilà que S, petit à petit, fit parler d'elle. Un soir, lors d'une de nos réunions, le groupe des avocats de S, ceux qui avaient mené les premières batailles, notamment pour le démontage du barrage de Landry, fit part d'un raisonnement surprenant. J'en parle ici évidemment, car leur argumentaire eut de vastes conséquences. Au nom de la rivière, les avocats soutinrent que plus que des dommages et intérêts, il fallait maintenant pousser la logique jusqu'à exiger des revenus. Avec leurs mots, en finir avec le statut de travailleur esclave des entités de la nature. Ils proposaient de lancer une action en justice pour obtenir ce qui n'avait même pas été envisagé par les rédacteurs de la loi. Ils souhaitaient que S exige en son nom, sur l'ensemble des tâches qu'elle accomplissait pour des intérêts humains, une rétribution. Selon les avocats de la rivière encore, avec leurs mots, il était temps, disait-il, de s'appuyer sur la parole des travailleurs terrestres afin de renégocier les conditions d'emploi des entités naturelles. En les écoutant dérouler leur argumentaire, je ressentis une forme de gêne. Je siégeais au conseil de S et je ne vis pas d'abord leur raisonnement d'un très bon œil. Une telle requête n'allait-elle pas conduire
à une plus ample monétisation du monde? N'était-ce pas en fait prendre le risque de transformer la rivière en fournisseur de services? Et si tel était l'horizon proposé par les avocats, n'allait-il pas ouvrir la voie à une extension du marché? Je voyais soudain en les écoutant la finale absorption de toutes les forces de vie. Était-ce donc ça l'avenir? Des forêts, des lacs, des rivières, louant leur force de travail. Une terre non seulement exploitée, mais dont on aurait usurpé les voies, en la portant à signer de partout des contrats de travail, pour être finalement soumise de son plein gré à notre espèce industrieuse. Je me taisais pourtant. Nous étions nombreux et je laissais la parole ce soir-là au visage humain de S. Ce qui fut proposé faisait converger de nombreux éléments. Le combat pour donner des droits à la nature devenait, dans la logique des avocats de la rivière, un combat pour sauver le travail de vie, disait-il, pour défendre le travail d'engendrement contre les prélèvements inconsidérés et destructeurs. Je voyais dans la logique proposée que l'on basculait d'un droit de l'environnement, une protection des fragiles entités de la nature, vers un droit social des entités terrestres travailleuses, et notamment pour revendiquer, qui sait, un droit au repos, un droit de grève ou de cessation du travail. Le scénario proposé par les avocats permettait aussi d'acter une forme de désillusion pour l'État et ses agences comme seule instance régulatrice. Il importait, disaient les avocats, que les personnes non humaines telles que la rivière s'appuient sur leurs propres forces pour défendre leurs droits, à la fois pour elles et pour nous. Quant à la question douloureuse des revenus, je sentis en moi prendre forme une analyse énergétique plus vaste. J'eus la vision du capital accumulé par les acteurs humains comme de l'énergie capturée entre les mains des États, des entreprises, des personnes privées. Une énergie qui, par la logique proposée, pourrait revenir au monde. Je vis soudain apparaître une seule grande scène de l'histoire, au fil de laquelle une immense quantité d'énergie fut arrachée à la terre. Puis, petit à petit, je vis cette énergie tel un flot revenir pour servir l'ensemble de nos compagnons non humains. En bref, je me laissais petit à petit prendre par le scénario des avocats de S. À cet instant, il y eut une remarque. Une des comptables de la nouvelle personne Rivière dit « Si on vous suit, on pourrait même envisager que S, quand elle touchera des revenus sur l'activité productive qu'on lui impose, sera aussi contributrice d'impôts. » Cette intervention, apparemment très technique, provoqua en moi une réaction en chaîne, comme si un problème longtemps insoluble
trouvait enfin une résolution. Je vis une figure de géométrie qui soudain se renverse, puis une galaxie qui en un instant change son axe de référence et se met à tourner autour d'un autre soleil. Je fus si intensément percuté par cette simple remarque que sans m'en rendre compte, alors que je me croyais encore décidé à ne rien dire, je m'entendis prononcer « C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour la première fois, on aurait des arguments pour répondre au cercle vicieux de notre économie. On aurait pour la première fois des acteurs décroissants, au sens économique, les rivières, les lacs, les forêts, qui paieraient des impôts et donc, en déproduisant, contribueraient au financement de nos services publics. Et je vis alors apparaître cette espèce de logique renversante. Enfin, une décroissance croissante. Une décroissance économique qui servirait la croissance de vie. Le 24 avril 2042, statuant sur la requête des avocats de Hess, le tribunal de Gignac rendit son verdict. À l'exception de quelques arguments qu'il laissait de côté, il suivit les conclusions des avocats de la Rivière. La roue de la justice tourna jusqu'à atteindre la Cour de cassation, laquelle, tout en confirmant les décisions, renvoya vers le législateur le soin de préciser certains agencements. Quelles entités de la nature devenues des personnes pourraient exiger des revenus? Qui contrôlerait le budget de ces nouvelles personnes? Qui serait le gardien du bon usage des ressources de nos sujets émergents? Le Parlement fit son travail et il vota une loi complémentaire qui reprenait pour l'essentiel les arrangements du jugement. Et sans surprise, bien au-delà des tribunaux, bien au-delà du Parlement, la requête de Hess continua de nourrir une vive discussion. Les économistes, les universitaires, la Cour des comptes, les divers think tanks de gauche et de droite s'en mêlèrent. Comment la société serait-elle transformée si l'ensemble des entités de la nature, en plus de défendre leur droit à la vie, à la santé, exigeaient des changements dans leurs conditions de travail? Quel serait l'impact sur les prix si les champs, si les rivières, si les arbres, si les diverses espèces pollinisatrices devenues des sujets se mobilisaient pour exiger des revenus sur la part de leur travail au sens biophysique et thermodynamique? Qui déciderait du montant de ces revenus? Serait-il même possible d'établir le salaire des divers contributeurs non humains à la production? Faudrait-il désormais tout compter? Si le travail de la rivière était reconnu, qu'en serait-il de la part du vent, des nuages, de la pluie, du cycle de l'eau? Et comment aiguiller, distinguer entre le travail de la rivière et le travail des sédiments? Comment saurait-on qui aurait droit à quoi? Les études, les publications, les rapports se multiplièrent, allant des projections les plus terre-à-terre aux anticipations les plus folles. On changeait résolument d'économie. Mais quel monde allait naître de là? Je veux entrer dans le concret.
parler des sommes d'argent qui, après quelques années et l'ensemble des contrats négociés avec le visage humain de S, revinrent à la rivière. La part des revenus des exploitations agricoles qui usaient de la masse d'eau de S, qui lui était désormais reversée, 3%. La part des revenus de la production électrique des divers barrages du bassin versant de S, qui lui était reversée, 5%. La part des revenus de la production électrique issue des centrales nucléaires usant de S, qui lui était reversée, 5%. La part des revenus des activités touristiques dépendant de S, hôtellerie, restauration, activités de plein air, qui lui était reversée, 4%. Pourquoi ces chiffres? Pourquoi ces pourcentages? Cela importe peu. Disons simplement que les principes qui guidaient les gardiens de S suivaient dans une large part ceux de la redistribution qui avait inspiré les avancées sociales. Une redistribution qui, cette fois-ci, retournait au monde. Mais là n'est pas le plus important. Il restait une objection majeure qui avait été soulevée en amont dès le dépôt de la requête des avocats pour la reconnaissance du statut de travailleur pour notre rivière. Si rien ne changeait, si les exploitations humaines se poursuivaient, quel était le sens de toutes ces métamorphoses? L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Mais du creux de l'enfer, il arrive que jaillisse une lumière. Le monde des modernes qui ont imposé leur comptabilité à toutes les choses, à tous les recoins de la vie, est une monstruosité. Mais comme il est difficile, voire impossible, de nous sortir complètement de ces plis, de ces règles qui nous gouvernent, il importe de réfléchir à comment les faire bifurquer. Comment d'une mécanique qui détruit la vie, qui laisse derrière une quantité impressionnante de ruines et de déchets, on peut faire ressortir quelque chose, une énergie autre, pour défendre nos milieux. C'est là que le tableau de la nouvelle organisation s'offrit au regard sous un autre jour. Les critiques, qui redoutaient une plus vaste absorption des forces de la rivière par les logiques du marché, n'avaient raison en vérité que jusqu'à la moitié du chemin. Mais ce que l'on aperçut bientôt, ce fut l'autre moitié. Quand la mécanique de l'économie productive se mit à tourner à rebours pour soutenir la vie, pour donner plus de puissance à la rivière. L'image qui m'est venue alors est celle des arts martiaux, quand on apprend à se servir de la force de l'adversaire pour mener et gagner un combat. Certes, les activités humaines et la pression anthropique sur la rivière se maintenaient. Et de fait, les exploitations agricoles continuaient à ponctionner sur la masse d'eau, souvent de façon inconsidérée. Les turbines des centrales tournaient encore en s'appuyant sur la force hydraulique de S.
Tout semblait en place pour que le grand manège de la production persiste dans son œuvre. Mais au fil des mois, que vit-on depuis l'intérieur, dans la perspective du visage humain de la rivière et des diverses associations qui la défendaient? Tous ces 5, ces 3, ces 4% de l'activité productive, à quoi allait-il servir? À quoi allait servir ce nouvel aiguillage qui, petit à petit, abondait le compte de notre rivière dotée de droits? C'est là, je crois, que les voix les plus critiques commencèrent à faiblir. Lorsque l'on vit enfin tourner l'ensemble de la mécanique imaginée par les avocats de Hess. En tant qu'entité de vie non marchande, la rivière était pensée pour défendre sa pérennité, ses valeurs, ses besoins. Le nouveau mécanisme permettait d'arracher une partie de la valeur ajoutée au cercle de la production. La roue de l'économie continuait de tourner. Mais à la différence de la situation antérieure, la production allait chaque fois nourrir une autre espèce de monde. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre attention. Cette journée se termine ainsi. Il n'y a pas de débat, mais il y en aura un l'année prochaine, un peu actif autour de ces questions. Je le rappelle, on a le Conseil des témoins ici présent. On a pris donc la décision de lancer des écritures de 3 textes. Voilà, un pour l'estuaire, un pour la Loire, et un pour une loi, cette loi imaginaire ou cette loi à venir, qui permettrait d'accueillir ces nouvelles personnes. Et donc l'année prochaine, autour des mêmes dates, on imagine une sorte d'assemblée où les travaux de ces lois seraient présentés, les différentes discussions et les différentes controverses. Et bien sûr, toutes celles et ceux qui viendront lors de cette 3e et dernière édition de l'Internationale des rivières seront également appelés à contribuer, à participer à ces discussions. Voilà, merci
une très très belle soirée à toutes et à tous, et donc peut-être à l'année prochaine, j'espère. Merci.